L'année est 1976. À la base aérienne de Domodedovo, à 30 km au sud de Moscou, le pilote d'essai soviétique Alexandre Fedotov est assis dans le cockpit exigu d'un MiG-25 Foxbat, l'intercepteur le plus rapide que l'Union soviétique ait jamais construit. Son briefing de mission était clair. Traquer et intercepter l'avion de reconnaissance américain qui viole l'espace aérien soviétique en toute impunité depuis plus d'une décennie. Le Tser-71 Blackbird. Fedotov ajuste sa combinaison pressurisée, vérifie ses instruments et attend le signal. Il s'est entraîné pour ce moment toute sa carrière. Le MiG-25 Sou lui peut atteindre Mach 3,2. Rien dans le ciel ne devrait être intouchable, mais comme il le découvrira bientôt, les Américains avaient déconstruit quelque chose qui défiait toutes les hypothèses que les ingénieurs soviétiques avaient formulées sur les limites du vol. Si vous êtes fasciné par les incroyables histoires de l'aviation de la guerre froide et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous apporter ces récits historiques extraordinaires. Le développement du SR-71 Blackbird a commencé à la fin des années 1950. Né de l'esprit de Clarence Kelly Johnson et de son légendaire équipe Skunk Works chez Lockheed, le projet a émergé d'un besoin désespéré. Les avions espions américains U-2 étaient abattus au-dessus du territoire soviétique, notamment Francis Gary Powers en 1960. La CIA avait besoin de quelque chose qui pouvait voler plus haut et plus vite que n'importe quel missile ou intercepteur que les soviétiques possédaient. La solution de Johnson était audacieuse. Il a proposé un avion qui volerait en croisière à Mach 3,22, à des altitudes supérieures à 80 000 pieds. À ces vitesses et hauteurs, la peau de l'avion chaufferait à plus de 600 degrés Fahrenheit. La construction traditionnelle en aluminium fondrait. L'équipe de Johnson s'est tournée vers le titane, un métal si difficile à travailler qu'ils ont dû inventer des processus de fabrication entièrement nouveaux. Ironiquement, une grande partie du titane a été secrètement achetée à l'Union soviétique elle-même par l'intermédiaire de sociétés écrans, car l'URSS était l'un des rares pays à en produire en quantité suffisante. Le premier vol du SR-71 a eu lieu le 22 décembre 1964 à l'usine aéronautique 42 de l'Air Force à Palmdale, en Californie. Le pilote d'essai, Bob Gilliland, a poussé les manettes des gaz en avant sur les deux énormes moteurs, Pratt et Whitney G58. L'avion, peint d'un bleu foncé qui paraissait presque noir, a accéléré sur la piste. À 175 nœuds, Gilliland a tiré sur le manche. Le Blackbird a grimpé abruptement dans le ciel californien. Même lors de ses premiers vols d'essai, il était clair que Lockheed avait créé quelque chose d'extraordinaire. L'avion se maniait en douceur malgré sa conception non conventionnelle. Mais les vrais tests viendraient en altitude où les températures et les pressions créaient un environnement plus similaire à l'espace qu'au vol conventionnel. En 1966, le SR-71 était opérationnel. Le Strategic Air Command a déployé le premier escadron à la base aérienne de Beale en Californie. La mission de l'avion était la reconnaissance au-dessus de territoires interdits, principalement l'Union soviétique, la Chine et d'autres nations adverses. Le SR-71 transportait un ensemble de caméras et de capteurs sophistiqués qui pouvaient photographier 100 000 miles carrés de la surface terrestre par heure. Depuis 85 000 pieds, ces caméras pouvaient résoudre des objets aussi petits que 12 pouces de diamètre. Mais la plus grande défense de l'avion n'était pas la furtivité ou les contre-mesures électroniques. C'était la vitesse pure. Lorsqu'un équipage de SR-71 détectait un lancement de missiles solaires, la procédure standard était simple. Accélérer. L'avion pousserait au-delà de Mach 3,3 si nécessaire. Aucun missile de l'arsenal soviétique ne pouvait l'attraper. Le major Brian Shull a rejoint le programme SR-71 en 1984 après s'être remis de graves brûlures subies lorsque son A-7 Corsair a été abattu au-dessus du Cambodge des années auparavant. Son premier vol dans le Blackbird fut une révélation. Le rituel de pré-vol à lui seul prenait des heures. Les équipages devaient revêtir des combinaisons pressurisées, spécialisées similaires à celles portées par les astronautes.
Les combinaisons étaient nécessaires car à l'altitude opérationnelle, la pression de la cabine était équivalente à être à 63 000 pieds. Toute rupture de combinaison serait fatale. Schull et son officier des systèmes de reconnaissance, Walt Watson, effectueraient ensuite un contrôle pré-vol exhaustif. Chaque système devait être parfait. Il n'y avait pas d'option d'abandon une fois que vous étiez à Mach 3 au-dessus d'un territoire hostile. Schull se souvient vivement de sa première mission opérationnelle. Après le décollage de Bill, ils se sont dirigés vers le nord, grimpant régulièrement. Le SR-71 nécessitait un ravitaillement en vol immédiatement après le décollage, car les réservoirs de carburant fuyaient lorsque l'avion était froid. Ce n'était pas un défaut de conception, mais une caractéristique intentionnelle. À la température opérationnelle, le fuselage en titane se dilaterait, scellant les réservoirs. À des températures plus basses, le carburant goûtait simplement sur le tarmac. Après le ravitaillement au-dessus du Pacifique, Schull a pointé le nez distinctif du Blackbird vers l'espace aérien soviétique. Alors qu'ils accéléraient à travers Mach 1 puis Mach 2, la sensation était différente de tout ce qu'il avait connu dans d'autres avions. Le vol devenait plus fluide. À Mach 3, le Blackbird semblait flotter au bord de l'espace. En dessous d'eux, la courbure de la Terre était clairement visible. Au-dessus, le ciel s'assombrissait en un violet profond, presque noir. La réponse soviétique au SR-71 était le MiG-25 Foxbat. Les services de renseignement soviétiques avaient détecté le développement du Blackbird au début des années 1960 et l'ordre est venu du Kremlin. Construire un intercepteur qui peut l'arrêter. Le bureau d'études Mikoyan Gourevitch, dirigé par Mikhail Gourevitch lui-même, a relevé le défi. Le résultat était un avion qui privilégiait la vitesse avant tout. Le MiG-25 pouvait atteindre Mach 3,2 en vol horizontal, ce qui en faisait l'un des avions opérationnels les plus rapides jamais construits. Il était armé de 4 énormes missiles RR-40 conçus pour détruire les bombardiers à haute altitude. Les planificateurs soviétiques croyaient que s'ils pouvaient mettre un MiG-25 en position, le SR-71 serait vulnérable. Le lieutenant-colonel Mikhail Myakitchev est devenu l'un des pilotes de MiG-25 les plus expérimentés de l'armée de l'air soviétique. Basé à la base aérienne de Tchaikovsky, près de Moscou, la mission principale de son unité était la défense aérienne contre les menaces à haute altitude. En 1973, Myakitchev a reçu un briefing classifié sur les vols de reconnaissance américains. Le SR-71 opérait le long des frontières soviétiques depuis des années, pénétrant parfois l'espace aérien au-dessus des États baltes et de la péninsule de Kola. Les radars soviétiques suivaient ces intrusions, mais aucun intercepteur n'avait réussi à engager le Blackbird. L'escadron de Myakitchev avait pour tâche de changer cela. La première tentative d'interception a eu lieu par un matin froid de janvier 1974. Le radar a détecté un SR-71 approchant l'espace aérien soviétique au-dessus de la mer de Barents. Myakitchev a décollé immédiatement. Le MiG-25 a grimpé rapidement, ses puissants moteurs Tumansky R-15 le poussant dans son siège. À 40 000 pieds, le contrôle au sol a fourni les vecteurs. La cible était devant, volant à environ 80 000 pieds. Myakitchev a poussé le MiG-25 plus haut, regardant son altimètre grimper au-delà de 50 000 pieds, puis 60 000. L'avion fonctionnait bien, mais déjà il pouvait sentir la lourdeur dans les commandes. À 70 000 pieds, l'air était si mince que les surfaces de vol conventionnelles du MiG-25 étaient à peine efficaces. L'avion maintenait l'altitude principalement grâce à la poussée du moteur plutôt qu'à la portance. Le contrôle au sol a mis à jour les coordonnées d'interception. Myakitchev a armé ses missiles et a scruté son écran radar. Rien. Le SR-71 était au-dessus de lui, hors de portée de son radar. Il a poussé les manettes au maximum, grimpant désespérément. 75 000 pieds, 78 000. Les moteurs hurlaient, consommant du carburant à un rythme alarmant. Son horloge de mission montrait qu'il avait peut-être 2 minutes de plus avant de devoir faire demi-tour. À 80 000 pieds, le MiG-25 a atteint son plafond absolu. Les commandes étaient presque inutiles. Toute manœuvre agressive enverrait l'avion en décrochage, et pourtant le SR-71 était au-dessus de lui.
Myakitchev a aperçu brièvement, à travers sa verrière, une forme sombre contre le ciel violet-noir, une traînée de condensation derrière elle. Puis elle a disparu, accélérant vers l'est. Il avait échoué. De retour à Tchekalovski, Myakitchev a fait un débriefing avec son commandant d'escadron et les officiers du renseignement. La frustration dans la salle était palpable. Le MiG-25 avait fonctionné selon les spécifications. Le problème était que le plafond opérationnel du SR-71 était simplement plus élevé que ce que les services de renseignement soviétiques avaient estimé. Les Américains volaient à 85 000 pieds, peut-être plus bas lors de certains profils de mission. À cette altitude, la densité de l'air était si faible que même les moteurs puissants du MiG-25 ne pouvaient pas générer suffisamment de poussée pour grimper davantage. Les ingénieurs soviétiques avaient déconstruit l'intercepteur le plus rapide du monde, mais les Américains avaient construit quelque chose qui volait là où les avions soviétiques ne pouvaient pas suivre. La révélation du renseignement sur les véritables capacités du SR-71 a envoyé des ondes de choc à travers le commandement militaire soviétique. Comment les Américains avaient-ils pu réaliser cela ? Les ingénieurs soviétiques ont épluché les données limitées qu'ils avaient sur le Blackbird. La construction en titane, la conception innovante du moteur, les carburants. Tout ce qui concernait le SR-71 représentait un bond technologique que l'Union soviétique avait du mal à égaler. Dans des mémos classifiés, le commandement de la défense aérienne soviétique a reconnu la vérité inconfortable. Il n'avait aucune contre-mesure efficace au SR-71. Les missiles ne pouvaient pas l'atteindre, les intercepteurs ne pouvaient pas l'attraper. Les Américains avaient y réalisé quelque chose de remarquable, un véritable avantage technologique dans l'un des domaines les plus critiques de la guerre froide. Pour les équipages du SR-71, la connaissance des tentatives d'interception soviétiques était à la fois excitante et sobre. Ils savaient qu'ils opéraient à la limite de la capacité humaine dans un avion qui exigeait la perfection de ses pilotes. Le capitaine Harold Buck Adams, qui a effectué des missions SR-71 au-dessus de la Baltique au milieu des années 70, a décrit la pression psychologique de ces vols. Vous saviez que quelque part en dessous de vous, des opérateurs radars soviétiques suivaient chacun de vos mouvements. Vous saviez que des intercepteurs décollaient en urgence, essayant de vous atteindre. La mission exigeait une concentration absolue. Une erreur, une défaillance du système, et vous étiez dans l'espace aérien soviétique dans un avion qui ne pouvait atterrir nulle part, sauf dans une poignée de bases américaines. Le territoire ami le plus proche pouvait être à des centaines de kilomètres, et vous voyagiez à plus de 3000 pieds par seconde. Le profil opérationnel du SR-71 était soigneusement conçu pour maximiser ses avantages. Les missions commencèrent généralement par une montée subsonique en altitude après le ravitaillement en vol. Une fois à la hauteur opérationnelle, l'avion accélérait à la vitesse de croisière, généralement Mach 3,1 ou 3,2. La route les emmènerait le long des frontières hostiles, caméras et capteurs, enregistrant tout en dessous. Si les défenses aériennes soviétiques détectaient l'avion et faisaient décoller des intercepteurs en urgence, la réponse standard était de surveiller la menace, mais de maintenir le cap et la vitesse. Les systèmes défensifs du SR-71 pouvaient détecter les lancements de missiles et les radars hostiles. Si un missile solaire était tiré, l'équipage accélérerait à la vitesse maximale, atteignant souvent Mach 3,3 ou plus. À ces vitesses, même les missiles soviétiques les plus avancés ne pouvaient pas rattraper leur retard avant de manquer de carburant. Mais le SR-71 n'était pas invincible. La peau en titane de l'avion, bien qu'incroyablement solide, était également fragile à certaines températures. Le stress thermique de chauffer à plusieurs reprises à 600 degrés, puis de refroidir, causait des dommages cumulatifs. Les équipes de maintenance à la base aérienne de Beale ont développé des protocoles d'inspection approfondis. Après chaque mission, l'avion subissait un examen détaillé. Les fissures dans le fuselage n'étaient pas rares et devaient être soigneusement réparées. Les moteurs, eux aussi, nécessitaient une attention constante. Le J-58 était une merveille d'ingénierie, capable de fonctionner efficacement à des vitesses où les moteurs à réaction traditionnelle échoueraient. Mais cette performance avait un coût. Les pannes de moteur étaient rares,
mais catastrophique lorsqu'elle se produisait. En 1981, un SR-71 a subi une panne catastrophique au-dessus du Pacifique lors d'une mission d'entraînement. L'équipage, le Major Danhouse et son RSO, ont connu un démarrage raté, une perturbation violente du flux d'air à travers le moteur qui a généré des forces énormes sur l'avion. À Mach 3, un démarrage raté pouvait déchirer l'avion. House a lutté pour maintenir le contrôle alors que le Blackbird déviait violemment. La procédure standard était de réduire la vitesse et de redémarrer le moteur affecté, mais à leur altitude et vitesse, ils étaient à quelques secondes du désastre. House a réussi à stabiliser l'avion et à exécuter une descente d'urgence. Ils ont atterri sur une base de déroutement avec un moteur fonctionnant à peine. L'incident était un rappel brutal que même l'avion le plus avancé du monde opérait dans des marges de sécurité étroites. Les agences de renseignement soviétiques étaient désespérées d'obtenir des informations détaillées sur le SR-71. L'avion représentait un écart de renseignement important. Le KGB et le GRU ont consacré des ressources substantielles à comprendre les capacités du Blackbird. Ils ont analysé les retours radars, étudié les photographies obtenues par l'espionnage et débriefé chaque pilote qui avait tenté une interception. L'image qui a émergé était troublante. Le SR-71 n'était pas seulement rapide, il opérait dans un régime de vol que les ingénieurs soviétiques avaient pensé impraticable pour des opérations soutenues. Les contraintes thermiques, à elles seules, auraient dû limiter son enveloppe opérationnelle. Mais les Américains avaient alors résolu des problèmes avec lesquels les métallurgistes soviétiques luttaient encore. En 1976, ils ont reçu un cadeau inattendu. Viktor Belenko, un pilote soviétique, a fait défection au Japon dans un MiG-25. La défection de Belenko était motivée par la désillusion envers le système soviétique. Mais l'aubaine de renseignement pour l'Occident était énorme. Les ingénieurs américains et japonais ont démonté le MiG-25 de Belenko, examinant chaque composant. Le processus a pris des mois. Chaque système a été photographié, mesuré et testé. Ce qu'ils ont trouvé était révélateur. Le MiG-25 était technologiquement impressionnant à certains égards, en particulier sa capacité de vitesse brute, mais il était également rudimentaire selon les normes occidentales. La cellule était construite en acier au nickel plutôt qu'en titane, ce qui la rendait lourde et limitait la manœuvrabilité. L'électronique était basée sur la technologie des tubes à vide plutôt que sur des transistors, un choix délibéré des concepteurs soviétiques qui croyaient que les tubes étaient plus résistants aux effets d'impulsion électromagnétique, mais qui rendaient les systèmes de l'avion encombrants et gourmands en énergie. Belenko lui-même a fourni un témoignage détaillé sur la doctrine de défense aérienne soviétique et les défis spécifiques de l'interception du SR-71. Il a décrit plusieurs briefings où des officiers du renseignement avaient une fois montré aux pilotes des photographies granuleuses du Blackbird et expliqué ses capacités estimées. Les chiffres semblaient presque impossibles. Mach 3,22 en croisière soutenue. Plafond opérationnel de 80 000 pieds ou plus. Portée mesurée en milliers de kilomètres. Les pilotes soviétiques ont été informés que l'interception était possible si tout se passait parfaitement. Si le SR-71 était détecté tôt, si le MiG-25 pouvait grimper à l'altitude d'interception avec suffisamment de carburant restant. Si l'avion américain n'accélérait pas pour s'échapper, trop de si, se souvient Belenko. Chaque pilote expérimenté savait que c'était presque sans espoir, mais nous essayions quand même parce que c'était nos ordres et notre devoir. Le débriefing de Belenko a fourni des informations cruciales sur la doctrine de défense aérienne soviétique et les limitations de leur flotte d'intercepteurs. Il a confirmé ce que les services de renseignement américains avaient de soupçonné. Le MiG-25 ne pouvait pas engager efficacement le SR-71 à l'altitude opérationnelle. Belenko lui-même avait été briefé sur le Blackbird et on lui avait dit que l'interception était théoriquement possible dans des conditions parfaites. Mais chaque pilote de MiG-25 expérimenté savait que c'était optimiste. La différence d'altitude était simplement trop grande. Le témoignage de Belenko a également révélé l'impact psychologique sur les pilotes soviétiques. Ils pilotaient l'intercepteur le plus rapide du monde, et pourtant, ils se sentaient impuissants face à l'avion de reconnaissance américain qui pénétrait régulièrement leur espace aérien.
La relation entre le SR-71 et le MiG-25 représentait une dynamique plus large de la guerre froide. Action et réaction, innovation et contre-innovation. Les deux avions repoussaient les limites de la technologie. Les deux représentaient des investissements massifs de leurs nations respectives. Mais le SR-71 détenait un avantage crucial, l'altitude. Les Américains avaient correctement identifié que l'altitude extrême combinée à la vitesse fournissait la meilleure défense. Les Soviétiques s'étaient concentrés sur la vitesse, supposant que l'altitude suivrait naturellement. Cette hypothèse s'est avérée incorrecte. La capacité du SR-71 à opérer à 85 000 pieds le plaçait dans un domaine où la physique travaillait contre tout poursuivant. L'air était trop mince pour une manœuvre efficace. Les moteurs peinaient à produire de la poussée. Les missiles perdaient leur capacité de suivi. Au milieu des années 1980, la guerre froide commençait à dégeler, mais les opérations du SR-71 se poursuivaient. L'avion effectuait des missions au-dessus de la Baltique, surveillant les bases navales soviétiques. Il volait au-dessus du Moyen-Orient pendant les conflits régionaux. Il effectuait des reconnaissances le long de la frontière chinoise. Chaque mission ajoutait à une archive toujours croissante d'images de renseignements. Le SR-71 avait photographié pratiquement chaque installation militaire importante en Union soviétique et chez ses alliés. Ce renseignement était inestimable pour la planification stratégique américaine, fournissant des évaluations détaillées des capacités militaires soviétiques. La mission la plus mémorable du major Brian Schull a eu lieu en 1986. Volant sur une route qui l'a emmené le long de l'extrême-orient soviétique, lui et son RSO ont effectué une reconnaissance standard. Le radar soviétique les suivait en permanence et le contrôle au sol a signalé plusieurs tentatives d'interception par des MiG-25 et plus tard des MiG-31, un successeur amélioré du Foxbat. Aucun ne s'est approché. Schull a maintenu Mach 3,22 à 85 000 pieds. En dessous de lui, les intercepteurs soviétiques peinaient à grimper, leurs pilotes poussant leurs avions aux limites. Schull pouvait surveiller leur communication radio via ses systèmes de guerre électroniques. La frustration était évidente, même à travers la barrière de la langue. Les pilotes soviétiques savaient qu'ils étaient observés, savaient que les caméras américaines documentaient tout, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Le MiG-31, introduit au début des années 1980, représentait une tentative soviétique de finalement contrer le SR-71. L'avion incorporait un radar et une avionique plus avancée, des missiles à plus longue portée et des performances améliorées à haute altitude. Sur le papier, le MiG-31 pouvait atteindre 82 000 pieds, plus près du plafond opérationnel du SR-71. Mais les tests opérationnels ont révélé le même problème fondamental. Même à l'altitude maximale, le MiG-31 ne pouvait pas manœuvrer assez efficacement pour engager une cible. Le SR-71 pouvait détecter l'intercepteur bien avant qu'il ne soit à portée d'arme et simplement accélérer. La différence de vitesse, même si elle était faible en termes absolus, était décisive lorsqu'elle était combinée à l'avantage d'altitude du SR-71. Les commandants de la défense aérienne soviétique ont finalement développé un respect réticent pour le SR-71. Dans des documents internes déclassifiés après la guerre froide, les analystes militaires soviétiques ont reconnu que le Blackbird était, selon leurs mots, effectivement intouchable par des moyens de défense aérienne conventionnels. Ils ont exploré diverses options pour le contrer, notamment le développement de missiles spécialisés à haute altitude et même envisagé l'utilisation de missiles air-air à ogive nucléaire en temps de guerre. Mais aucune de ces solutions n'était pratique ou fiable. Le SR-71 avait créé une asymétrie importante dans les capacités de reconnaissance. Les soviétiques pouvaient observer le territoire américain par satellite, mais la résolution et la flexibilité des caméras du SR-71 fournissaient des renseignements que les satellites ne pouvaient pas égaler. L'élément humain de ces rencontres était complexe. Les équipages américains du SR-71 ne se voyaient pas comme des héros invulnérables. Ils comprenaient les risques. Ils respectaient la compétence des pilotes soviétiques qui essayaient désespérément de les intercepter.
Le capitaine Jim Shelton, qui a effectué 32 missions SR-71 entre 1980 et 1985, a parlé de cela dans des interviews ultérieures. Il a dit qu'à chaque fois que les intercepteurs soviétiques décollaient en urgence, il ressentait le poids de la responsabilité. Si quelque chose tournait mal, si l'avion tombait en panne, lui et son RSO seraient à la merci des défenses aériennes soviétiques au plus profond d'un territoire hostile. Les sièges éjectables étaient efficaces jusqu'à 50 000 pieds, mais à l'altitude opérationnelle, les chances de survie étaient faibles. Une défaillance de la combinaison pressurisée à 85 000 pieds signifiait la mort en quelques secondes. Les pilotes soviétiques, pour leur part, étaient fiers de leur tentative d'engagement du SR-71, même lorsqu'elles échouaient. Le lieutenant-colonel Alexander Bachasnov a effectué des dizaines de sorties d'interception à bord du MiG-25 et du MiG-31. Dans des entretiens post-soviétiques, il a décrit le défi avec un mélange de frustration et de respect professionnel. Les Américains avaient construit une machine remarquable, disait-il. En tant que pilote, on ne pouvait s'empêcher d'admirer la prouesse technique même en essayant de l'abattre. Bachnov a noté que les tentatives d'interception servaient un objectif au-delà du but immédiat d'abattre l'appareil. Elles fournissaient un entraînement aux pilotes soviétiques pour les interceptions à haute altitude et généraient des données sur les performances du SR-71 que les agences de renseignement analysaient soigneusement. Le programme SR-71 était coûteux à exploiter. Chaque appareil coûtait plus de 34 millions de dollars à construire en 1966, l'équivalent de centaines de millions aujourd'hui. Les coûts d'exploitation étaient tout aussi élevés. Le carburant spécialisé JP-7 était coûteux à produire et nécessitait une manipulation soigneuse. Les pilotes et les officiers des systèmes de reconnaissance suivaient une formation approfondie, prenant souvent des années pour devenir pleinement qualifiés. La maintenance nécessitait des installations spécialisées et des techniciens hautement qualifiés. Au milieu des années 1980, certains au sein de l'armée de l'air se demandaient si le programme valait la dépense, surtout avec l'amélioration de la technologie satellitaire. Mais les défenseurs du SR-71 soutenaient que l'appareil offrait des capacités que les satellites ne pouvaient pas fournir. Les satellites suivaient des orbites prévisibles. Les adversaires savaient quand ils passeraient au-dessus et pouvaient cacher ou camoufler les activités sensibles. Le SR-71 pouvait effectuer des missions à court préavis, fournissant des renseignements quand ils étaient nécessaires, plutôt que lorsqu'un satellite se trouvait en position. Lors du bombardement de la Libye en 1986, les SR-71 ont effectué des missions de reconnaissance pré-frappe, fournissant des renseignements cruciaux sur les défenses aériennes libyennes. Pendant la guerre Iran-Irak, les Blackbirds ont surveillé les deux camps, fournissant aux décideurs américains des évaluations détaillées des capacités et intentions militaires. La fin de la guerre froide n'a pas immédiatement retiré le SR-71. L'appareil a continué à effectuer des missions jusqu'au début des années 1990, mais les pressions budgétaires et le développement de satellites de reconnaissance et de véhicules aériens sans pilote ont finalement conduit à la fin du programme. La dernière mission opérationnelle du SR-71 a été effectuée en 1999. L'appareil avait volé pendant plus de 30 ans sans une seule perte due à une action ennemie. Des missiles avaient été tirés sur les SR-71 à de nombreuses occasions, mais aucun n'avait jamais réussi à engager l'appareil. Ce record était sans précédent. Aucun autre appareil militaire opérant dans un espace aérien hostile ne pouvait revendiquer une telle invulnérabilité. La retraite du SR-71 a marqué la fin d'une ère dans l'aviation. L'appareil représentait une philosophie de reconnaissance qui privilégiait les équipages humains, l'observation directe et la capacité de répondre avec souplesse aux exigences de renseignement. La décision de mettre fin au programme était controversée au sein de l'armée de l'air et des communautés du renseignement. Les partisans soutenaient que le SR-71 offrait des capacités uniques qui ne pouvaient être reproduites par des satellites ou des systèmes sans pilote. Les critiques soulignaient les coûts opérationnels élevés et l'amélioration des capacités de reconnaissance spatiale.
Les dernières années d'exploitation du SR-71 ont vu certaines des missions les plus difficiles. En 1990, pendant l'opération Bouclier du désert, les SR-71 ont effectué des missions au-dessus de l'Irak, fournissant des renseignements d'avant-guerre sur les positions et capacités militaires irakiennes. Ces missions ont été effectuées depuis la RAF Mildenhall en Angleterre, nécessitant plusieurs ravitaillements aériens. Les renseignements recueillis se sont révélés cruciaux pour les forces de la coalition planifiant l'éventuelle campagne aérienne. Les défenses aériennes irakiennes, bien que substantielles, ne sont jamais parvenues à engager le Blackbird. L'appareil volait à son altitude opérationnelle standard, et les opérateurs radars irakiens ne pouvaient que regarder impuissants alors qu'ils traversaient leur territoire. La reconnaissance moderne repose largement sur des systèmes sans pilote et des satellites. Ces plateformes sont efficaces et rentables, mais elles manquent de certaines des capacités que le SR-71 offrait. Un équipage de SR-71 pouvait prendre des décisions en temps réel sur les cibles d'intérêt, pouvait ajuster son itinéraire pour enquêter sur des découvertes inattendues et pouvait fournir un retour immédiat aux analystes du renseignement. Les satellites suivent tenant des orbites prédéterminées. Les systèmes sans pilote ont une endurance limitée à haute altitude. Le Blackbird pouvait effectuer un profil de mission adapté à des exigences de renseignement spécifiques et revenir avec des images et des données dans les heures suivant la collecte. Pour les hommes qui ont piloté le SR-71, l'appareil était plus qu'une machine. C'était un partenaire dans certaines des missions les plus dangereuses de la guerre froide. Le major Brian Shull, réfléchissant à son temps dans le programme, a décrit le Blackbird comme l'appareil le plus remarquable qu'il ait jamais piloté. La combinaison de vitesse, d'altitude et de capacité était unique. Chaque vol était une aventure, un voyage au bord de l'atmosphère et retour. La confiance entre le pilote et l'officier des systèmes de reconnaissance était absolue. Ils dépendaient complètement l'un de l'autre à des altitudes où une seule erreur pouvait être fatale. Les pilotes soviétiques qui ont tenté d'intercepter le SR-71 avaient leurs propres réflexions. Le lieutenant-colonel Malenki, interviewé dans les années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, a parlé avec une franchise surprenante de ses expériences. Il a reconnu que chaque tentative d'interception avait échoué. Le SR-71 était simplement hors de portée des défenses aériennes soviétiques pendant sa période opérationnelle. Mais il a également noté que ces missions avaient été précieuses à leur manière. Elles ont poussé les pilotes et les appareils soviétiques à leurs limites, révélant des capacités et des limitations que le renseignement pouvait utiliser. Et elles ont envoyé un message aux Américains que les défenses aériennes soviétiques étaient actives et vigilantes. La compétition technique entre le SR-71 et le MiG-25 a stimulé l'innovation des deux côtés. Les ingénieurs américains ont continuellement amélioré les systèmes du Blackbird, améliorant ses capteurs, améliorant ses capacités de guerre électronique et affinant ses procédures opérationnelles. Les ingénieurs soviétiques, piqués par leur incapacité à contrer le SR-71, ont développé de nouveaux systèmes de défense aérienne et intercepteurs. Le MiG-31, bien qu'incapable d'attraper le Blackbird, était un appareil nettement plus capable que le MiG-25 et a continué à servir comme épine dorsale de la défense aérienne soviétique et russe pendant des décennies. Les leçons tirées des tentatives d'interception du SR-71 ont influencé la pensée soviétique sur la conception future des appareils et la doctrine de défense aérienne. L'héritage du SR-71 s'étend au-delà de ses réalisations opérationnelles. L'appareil a démontré ce qui était possible lorsque l'excellence technique, la pensée innovante et des ressources substantielles étaient combinées avec un objectif de mission clair. Kelly Johnson et l'équipe Skunk Works ont créé un appareil qui essaie de rester à la pointe pendant 3 décennies. Les défis techniques qu'ils ont surmontés étaient extraordinaires. Travailler avec le titane nécessitait de développer de nouveaux outils, de nouveaux processus de fabrication et de nouvelles méthodes de contrôle, qualité. Le métal était si difficile à usiner que les forettes standards échouaient. Lockheed a dû développer des outils de coupe et des techniques spécialisées. Même le chlore dans l'eau du robinet corroderait le titane, donc tout le nettoyage devait être fait avec de l'eau distillée.
Les moteurs J-58 étaient une merveille en soi. Conçus par Pratt et Whitney, ces moteurs devaient fonctionner efficacement des vitesses subsoniques à Mach 3,2. Cela nécessitait un système d'admission à géométrie variable innovant. À grande vitesse, la majeure partie de la poussée provenait en fait de l'admission elle-même qui agissait comme un statoréacteur. Le compresseur du moteur ne fournissait qu'environ 20% de la poussée totale à Mach 3. Le reste provenait de la compression de l'air dans le système d'admission. Cette conception était sans précédent et nécessitait des tests approfondis pour être perfectionnée. Les pannes de moteur étaient rares, mais pouvaient être catastrophiques. La chaleur et la pression énormes exerçaient un stress énorme sur chaque composant. Aucun autre appareil de reconnaissance avant ou depuis n'a égalé la combinaison de vitesse, d'altitude et de portée du SR-71. Le Blackbird a prouvé que les appareils pilotés pouvaient opérer dans les environnements les plus hostiles et revenir en toute sécurité, à condition qu'ils aient la bonne combinaison de capacités. La philosophie défensive de l'appareil était élégamment simple, être trop haut et trop rapide pour être attrapé. Cela fonctionnait parce que les Américains avaient correctement identifié l'enveloppe de performance où la physique jouait en leur faveur et contre tout poursuivant. Aujourd'hui, plusieurs SR-71 sont conservés dans des musées à travers les États-Unis. Ces appareils, qui ne sont plus enveloppés de secrets, permettent au public de voir de près ce qui était autrefois l'un des programmes les plus classifiés d'Amérique. En se tenant à côté d'un SR-71, la taille et le design élégant de l'appareil sont frappants. La peau en titane bleu foncé, conçue pour dissiper la chaleur, donne à l'appareil une apparence d'un autre monde. Les moteurs jumeaux, massifs même selon les normes modernes, laissent entrevoir la puissance nécessaire pour pousser l'appareil à travers le mur du son et au-delà, jusqu'à Mach 3 et plus. Pour les historiens de la guerre froide, l'histoire du SR-71 et du MiG-25 représente un microcosme du conflit plus large. Les deux superpuissances ont investi d'énormes ressources pour atteindre la supériorité technologique. Les deux ont développé des capacités remarquables, mais le succès opérationnel soutenu du SR-71, effectuant des missions au-dessus d'un territoire hostile pendant 3 décennies sans perte, représentait un avantage américain clair dans ce domaine particulier. C'était une victoire non pas d'idéologie, mais d'ingénierie, de pensée innovante appliquée à un problème spécifique. Les pilotes et membres d'équipage qui ont exploité ces appareils, tant américains que soviétiques, étaient des professionnels accomplissant leur devoir au service de leur pays. Beaucoup ont parlé dans les années suivantes du respect mutuel qui existait entre les aviateurs de la guerre froide. Ils étaient certainement des adversaires, mais ils étaient aussi des pilotes compagnons qui comprenaient les défis et les dangers du pilotage d'appareils haute performance au bord de l'atmosphère. Les équipages du SR-71 s'avèrent que les pilotes soviétiques étaient compétents et déterminés. Les pilotes soviétiques savaient que les Américains pilotant le Blackbird étaient exceptionnellement bien formés et pilotaient une machine extraordinaire. L'histoire de la façon dont le SR-71 a échappé à plusieurs reprises aux intercepteurs soviétiques est plus qu'un simple récit de supériorité technologique. C'est une histoire sur les hommes qui ont effectué ces missions, sur les ingénieurs qui ont conçu des appareils impossibles, et sur une période de l'histoire où la compétition entre deux superpuissances a stimulé l'innovation à un rythme rarement vu auparavant ou depuis. La guerre froide a été menée sur de nombreux fronts politiques, économiques, idéologiques et technologiques. Dans les cieux au-dessus de l'Union soviétique, à des altitudes où le ciel devient noir et où la courbure de la Terre est visible, le SR-71 Blackbird a prouvé que dans au moins une arène, la technologie américaine avait accompli quelque chose de vraiment remarquable. Les archives de ces décennies ont révélé combien de fois les pilotes soviétiques ont tenté d'intercepter le SR-71, des dizaines de décollages d'urgence, des centaines d'heures de poursuite à haute altitude et à chaque fois le même résultat. Le Blackbird était simplement trop haut et trop rapide. Pour les équipages de reconnaissance américains, c'était une validation des capacités de leur appareil et de leur formation approfondie. Pour les pilotes soviétiques, c'était un rappel frustrant des limitations technologiques.
mais aussi un témoignage de leur persévérance dans la tentative d'une tâche apparemment impossible. Les renseignements recueillis par le SR-71 ont joué un rôle crucial dans la compréhension américaine des capacités militaires soviétiques tout au long de la guerre froide. Les photographies et les données des capteurs collectés lors de ces missions ont informé les décisions au plus haut niveau du gouvernement. Les présidents, les généraux et les responsables du renseignement se sont appuyés sur les informations que les équipages du SR-71 ont risqué leur vie pour obtenir. À une époque avant Internet, avant que l'imagerie satellitaire en temps réel ne soit courante, le SR-71 offrait des fenêtres sur des sociétés fermées qui étaient autrement difficiles à observer. Au fil des années, et alors que la guerre froide s'estompait dans l'histoire, les participants américains et soviétiques à ces rencontres à haute altitude ont pu parler plus librement de leurs expériences. Ce qui émerge de leurs récits est une image de personnel militaire professionnel des deux côtés, effectuant un travail difficile et dangereux au service de leur nation. Les Américains qui ont piloté le SR-71 ont décrit l'appareil avec une affection et un respect sincères. Les Soviétiques qui ont tenté de les arrêter parlent avec un mélange de frustration face à leurs échecs et d'admiration pour la prouesse technique à laquelle ils étaient confrontés. La technologie a évolué depuis la retraite du SR-71. Les satellites de reconnaissance modernes peuvent fournir des images haute résolution de pratiquement n'importe quelle pointe sur Terre. Les véhicules aériens sans pilote peuvent rôder au-dessus des cibles pendant des heures ou des jours, quelque chose que le SR-71 ne pouvait jamais faire. Le renseignement cybernétique fournit des aperçus sur les adversaires que la reconnaissance physique ne peut égaler. Mais pour ceux qui ont piloté le Blackbird et ceux qui ont tenté de l'intercepter, l'appareil reste un symbole d'un moment unique dans l'histoire de l'aviation, où les pilotes humains ont repoussé les limites absolues du vol. Les pilotes de MiG-25 qui ont poursuivi le SR-71 n'ont jamais réussi leur mission, mais leurs tentatives n'étaient pas des échecs au sens large. Ils ont démontré l'engagement soviétique à défendre leur espace aérien et ont poussé leurs appareils à performer à la limite de leur capacité. Les renseignements obtenus de ces tentatives d'interception ont aidé les ingénieurs soviétiques à comprendre ce qui serait nécessaire pour contrer les menaces futures. Et d'une manière étrange, les efforts persistants soviétiques pour intercepter le Blackbird ont validé l'investissement américain dans l'appareil. Si le SR-71 avait été facile à contrer, il aurait été un atout beaucoup moins précieux. Le chapitre final de l'histoire du SR-71 comprend un post-scriptum intéressant. À la fin des années 1990, la NASA a exploité deux SR-71 pour la recherche à haute altitude. Ces appareils, qui n'étaient plus nécessaires pour la reconnaissance, ont fourni une plateforme pour la recherche atmosphérique et testé des technologies pour de futurs appareils hypersoniques. Même à la retraite, le Blackbird a continué à repousser les limites et à contribuer aux connaissances en aviation. Le dernier vol NASA du SR-71 a eu lieu en octobre 1999, mettant finalement fin à la carrière opérationnelle de l'appareil après 35 ans. En regardant en arrière la compétition de la guerre froide entre le SR-71 et le MiG-25, nous pouvons la voir comme un exemple déterminant de la façon dont l'innovation technologique peut créer des avantages asymétriques. Les Soviétiques ont construit un appareil qui répondait aux spécifications qu'ils croyaient nécessaires pour contrer la menace américaine. Mais les Américains avaient discrètement dépassé ces spécifications, créant un appareil qui opérait dans une enveloppe de performance que les Soviétiques n'avaient pas pleinement anticipée. Ce schéma s'est répété tout au long de la guerre froide dans divers domaines, chaque camp essayant d'anticiper et de contrer les mouvements de l'autre, parfois avec succès et parfois non. Pour le major Brian Schull et les autres pilotes de SR-71 qui ont effectué des missions opérationnelles, la connaissance que les intercepteurs soviétiques essayaient toujours, mais ne réussissaient jamais, créait une dynamique psychologique unique. Il y avait de la fierté à piloter un appareil qui était effectivement intouchable, mais il y avait aussi une conscience constante que toute panne mécanique, toute erreur pouvait vous mettre dans une situation impossible.
Les combinaisons pressurisées qu'ils portaient, les vérifications pré-vol approfondies, la planification minutieuse des missions, tout était un rappel qu'ils opéraient à la limite de ce qui était survivable. Les pilotes soviétiques comme Malenki avaient leur propre pression. Ils savaient que leurs efforts étaient surveillés par leurs supérieurs, que leurs échecs à intercepter le SR-60 et 11 étaient documentés et analysés. Mais ils savaient aussi qu'on leur demandait de faire quelque chose qui était, compte tenu de la technologie disponible, presque impossible. Le MiG-25 était un excellent appareil dans ses paramètres de conception, mais ces paramètres ne s'étendaient tout simplement pas à un engagement efficace à 85 000 pieds. Pourtant, ils ont continué à essayer, mission après mission, parce que c'était leur devoir, et parce qu'il y avait toujours un espoir que les conditions puissent s'aligner parfaitement, qu'ils puissent attraper le Blackbird dans un moment vulnérable. Ce moment n'est jamais venu. Au cours de plus de 3 décennies de vols opérationnels, aucun SR-71 n'a jamais été endommagé par une action ennemie. Ce record remarquable témoigne des capacités de l'appareil, de la compétence des équipages qui l'ont piloté et de l'efficacité des tactiques développées pour exploiter ses avantages. Le SR-71 a volé dans l'espace aérien le plus lourdement défendu au monde et est revenu en toute sécurité à chaque fois. C'est un record qui ne sera probablement jamais égalé par un appareil de reconnaissance piloté. Les ingénieurs qui ont conçu les deux appareils ont leur propre place dans cette histoire. Kelly Johnson et son équipe chez Lockheed Skunk Works ont créé quelque chose de véritablement révolutionnaire. Ils ont résolu des problèmes que beaucoup croyaient insolubles. Du travail avec le titane à une échelle sans précédent, au développement de moteurs pouvant fonctionner efficacement sur une énorme plage de vitesse, les ingénieurs soviétiques, pour leur part, ont créé le MiG-25 sous des contraintes de ressources importantes et sans accès à tous les matériaux et technologies disponibles pour leurs homologues américains. Les deux équipes ont repoussé les limites de ce qui était possible avec les matériaux, les technologies et les connaissances qui leur étaient disponibles. Les implications stratégiques du succès du SR-71 se sont étendues tout au long de la guerre froide. Les agences de renseignement américaines ont obtenu des aperçus sur les capacités militaires soviétiques qui auraient été impossibles à obtenir par d'autres moyens. Ces renseignements ont informé les négociations sur le contrôle des armements, la planification militaire et la stratégie diplomatique. Le SR-71 a donné aux décideurs américains la confiance qu'ils comprenaient avec précision les capacités soviétiques, réduisant le risque de mauvais calculs qui auraient pu conduire à un conflit. Pour l'Union soviétique, l'incapacité à contrer le SR-71 était une source de frustration et de préoccupation continue. Cela représentait une lacune dans leur réseau de défense aérienne, une vulnérabilité que les planificateurs militaires soviétiques devaient reconnaître. Cela a stimulé des investissements continus dans les systèmes de défense aérienne et le développement d'intercepteurs, contribuant aux énormes dépenses militaires qui ont finalement mis à rude épreuve l'économie soviétique. La course aux armements, dont le SR-71 et le MRG-25 n'étaient qu'une petite partie, a imposé des coûts que les deux superpuissances ont eu du mal à supporter, mais qui se sont finalement révélés plus durables pour les États-Unis. Alors que nous réfléchissons à ce chapitre de l'histoire de la guerre froide, l'histoire du SR-71 et du MiG-25 nous rappelle que la compétition technologique peut stimuler des innovations remarquables. Les deux appareils étaient des produits de leur époque, conçus pour répondre à des exigences spécifiques dans un contexte géopolitique spécifique. Les deux ont réussi à leur manière, le SR-71 en atteignant ses objectifs de mission de manière cohérente pendant 3 décennies, et le MiG-25 en fournissant à l'Union soviétique un intercepteur à grande vitesse qui a servi efficacement dans d'autres rôles, même s'il ne pouvait pas attraper le Blackbird. Les documents déclassifiés de sources américaines et soviétiques ont fourni des aperçus supplémentaires sur cette compétition. Les archives militaires soviétiques montrent que les commandants de la défense aérienne étaient parfaitement conscients de leur incapacité à contrer le SR-71. Dans des évaluations internes, ils ont reconnu franchement que les mesures de défense aérienne conventionnelles étaient inefficaces contre l'appareil. Cela a conduit à des discussions sur le développement de nouvelles technologies,
y compris des armes à énergie dirigée et des systèmes de missiles avancés conçus spécifiquement pour les interceptions à très haute altitude. Cependant, ces systèmes sont restés au stade conceptuel ou de développement précoce tout au long de la guerre froide. Les amis résumés du renseignement américain des années 1970 et 80, maintenant déclassifiés, révèlent à quel point le Pentagone prenait au sérieux les tentatives d'interception soviétiques. Chaque mission était soigneusement analysée. Les itinéraires étaient planifiés pour minimiser l'exposition au système de défense aérienne soviétique tout en maximisant la collecte de renseignements. Les équipages du SR-71 recevaient des briefings détaillés sur les capacités soviétiques, incluant les emplacements des installations radars, les caractéristiques de performance des avions intercepteurs et les portées des systèmes de missiles solaires. Ces informations leur permettaient de planifier leur mission pour exploiter les lacunes dans la couverture soviétique et maintenir leurs avantages en altitude et en vitesse. Les hommes qui ont effectué ces missions des deux côtés du rideau de fer méritent d'être reconnus pour leur habileté, leur courage et leur professionnalisme. Ils pilotèrent des avions complexes dans des conditions dangereuses, accomplissant leur devoir même lorsque le succès semblait improbable. Les pilotes du SR-71 qui volaient profondément dans l'espace aérien soviétique savaient qu'ils étaient hors de portée de toute aide si quelque chose tournait mal. Les pilotes soviétiques qui décollaient dans leur MiG-25 savaient qu'ils avaient peu de chances de réussir, mais y allaient quand même, poussant leurs appareils jusqu'aux limites absolues dans cette tentative. Cette histoire nous rappelle également le coût humain de la compétition technologique de la guerre froide. Les ressources consacrées au développement et à l'exploitation de ces avions étaient énormes. Les deux nations auraient pu utiliser ces ressources à d'autres fins, pour améliorer la vie de leurs citoyens ou faire progresser la recherche scientifique pacifique, mais dans le contexte de la guerre froide avec ses peurs réelles et ses suspicions mutuelles, les deux camps croyaient que ces investissements étaient nécessaires pour la sécurité nationale. L'héritage du SR-71 perdure dans les musées et dans les mémoires de ceux qui l'ont piloté et qui ont travaillé dessus. L'avion demeure un symbole de la réussite technologique américaine pendant la guerre froide. À un rappel que parfois, l'innovation et l'excellence en ingénierie peuvent créer des capacités qui procurent des avantages stratégiques durables. Pour les passionnés d'aviation, le Blackbird représente le summum de la vitesse et de l'altitude en vol habité, un record qui tient depuis des décennies et ne montre aucun signe d'être battu. L'héritage du MiG-25 est plus complexe, mais tout aussi important. L'avion a servi l'Union soviétique et plus tard la Russie pendant des décennies, bien que pas dans le rôle initialement envisagé. Il est devenu lui-même une plateforme de reconnaissance à haute vitesse et des variantes de la conception ont servi à diverses fins jusqu'au XXIe siècle. Les leçons tirées du développement et de l'exploitation du MiG-25 ont influencé la conception ultérieure des avions soviétiques et russes, particulièrement dans les domaines du vol à haute vitesse et de la construction en titane. En fin de compte, l'histoire du SR-71 et du MiG-25 ne concerne pas seulement les avions ou la technologie, elle parle de l'ingéniosité humaine, de la volonté de surmonter les limitations et d'accomplir l'apparemment impossible. Elle parle de la guerre froide elle-même, un conflit mené non seulement avec des armes, mais avec des idées, des innovations et la détermination de prouver qu'un système pouvait surpasser l'autre. Et elle parle des hommes qui étaient assis dans des cockpits exigus à la limite de l'espace, des Américains effectuant des missions de reconnaissance au-dessus de territoires hostiles, et des Soviétiques tentant désespérément de les arrêter, tous jouant leur rôle dans l'une des grandes compétitions géopolitiques de l'histoire. Les archives montrent que pendant la durée de vie opérationnelle du SR-71, plus de 200 tentatives d'interception documentées ont été effectuées par les forces aériennes soviétiques et plus tard russes. Aucune n'a réussi à engager l'avion. Chaque mission qui est entrée dans l'espace aérien hostile est revenue en toute sécurité. Les équipages ont rapporté les renseignements qu'ils avaient été envoyés collecter. Ce taux de réussite remarquable constitue peut-être le plus grand témoignage des capacités du SR-71 et des hommes qui l'ont piloté.
Lorsque le commandant Brian Shull réfléchit à son temps de pilotage du SR-71, il mentionne souvent le moment où le radar soviétique verrouillait son avion et où les intercepteurs décollaient. Il y avait toujours un moment de conscience accrue, une reconnaissance qu'ils étaient poursuivis. Mais il y avait aussi une confiance née de l'entraînement et de l'expérience que le Blackbird pouvait gérer la menace. Accélérer jusqu'à Mach 3,3 si nécessaire, maintenir l'altitude et continuer la mission. Simple en concept, exigeant en exécution et extraordinairement efficace en pratique. Le lieutenant-colonel Alexandre Bejenkov, regardant en arrière sur sa carrière, parle avec fierté de son service, mais aussi avec la sagesse du recul. Le SR-71, reconnaît-il, était au-delà de notre capacité d'interception pendant cette époque. Nous avons fait de notre mieux, mais les Américains avaient accompli quelque chose de remarquable. En tant que pilote, vous respectez ce genre de réalisation, même lorsqu'elle vient d'un adversaire. Cela vous pousse à être meilleur, à pousser plus fort, à rechercher vos propres avantages technologiques. Ce respect mutuel entre aviateurs de la guerre froide, malgré les hostilités très réelles de l'époque, témoigne de quelque chose de fondamental concernant le service militaire professionnel. Ces hommes n'étaient pas motivés par la haine ou l'idéologie dans leur travail quotidien. Ils étaient des professionnels accomplissant des tâches difficiles, chacun servant sa nation du mieux qu'il pouvait. Les Américains effectuaient leur mission. Les Soviétiques essayaient de les arrêter. Et lorsque la guerre froide s'est terminée, beaucoup des deux côtés ont pu se rencontrer et parler de leurs expériences avec un intérêt et un respect sincères. Le SR-71 Blackbird a effectué sa dernière sortie opérationnelle il y a plus de 2 décennies, mais son héritage continue d'influencer le développement de l'aviation et de l'aérospatiale. Les leçons tirées de l'exploitation à Mach 3 des 25 900 mètres informent la recherche actuelle sur le vol hypersonique. Les avancées en sciences des matériaux nécessaires pour construire le SR-71 ont contribué à des développements plus larges en ingénierie aérospatiale et le succès opérationnel du programme a démontré qu'avec la bonne combinaison de technologie et de tactique, il est possible d'opérer même dans les environnements les plus hostiles. Pour ceux qui ont vécu la guerre froide, particulièrement ceux impliqués dans ses dimensions militaires et de renseignement, le SR-71 représente un point culminant de la réussite technologique américaine. Ce n'était pas une arme au sens traditionnel. Il n'a jamais tiré un coup de feu dans la colère, mais il a fourni des renseignements qui étaient cruciaux pour maintenir la stabilité stratégique pendant l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire. Les informations recueillies par les missions du SR-71 ont aidé à prévenir les erreurs de calcul et ont donné aux dirigeants américains confiance dans leur compréhension des capacités et intentions soviétiques. L'histoire de la façon dont les pilotes du MiG-25 ont été choqués d'apprendre que le SR-71 volait à 25 900 mètres résume le récit plus large. C'était un moment de révélation lorsque les pilotes et ingénieurs soviétiques ont réalisé que les Américains avaient accompli quelque chose au-delà de ce qu'ils avaient pensé possible. C'était un rappel que dans la compétition technologique de la guerre froide, supposer que vous compreniez les capacités de votre adversaire pouvait être une erreur dangereuse. Les Américains avaient construit un avion qui opérait dans un domaine où les défenses aériennes soviétiques étaient pendant 3 décennies effectivement impuissantes. Ce récit de compétition et d'innovation, de courage humain et de réussite technologique mérite d'être rappelé et compris. Il fait partie de l'histoire plus large du XXe siècle de la façon dont la guerre froide a poussé les deux superpuissances à repousser les limites du possible. Les hommes qui ont piloté le SR-71 et ceux qui ont essayé de les arrêter étaient tous participants à cette période extraordinaire de l'histoire. Et leurs histoires nous aident à comprendre comment la compétition technologique peut façonner les résultats géopolitiques. Lorsque nous regardons aujourd'hui les SR-71 préservés dans les musées, nous pouvons les apprécier non seulement comme des machines remarquables, mais comme des symboles d'un moment particulier de l'histoire où l'ingéniosité humaine a été poussée à ses limites au service de la sécurité nationale. Le Blackbird demeure un rappel de ce qui peut être accompli lorsque des objectifs clairs, des ressources substantielles et un talent exceptionnel se réunissent dans la poursuite d'un objectif apparemment impossible.
Pendant 3 décennies, il a volé plus haut et plus vite que toute autre chose dans le ciel, et il est revenu de chaque mission. C'est son héritage. Et c'est pourquoi l'histoire du SR-71 et des pilotes du MiG-25, qui ne pouvaient jamais tout à fait l'atteindre, reste captivante des décennies après la fin de la guerre froide.